Merci beaucoup. Alors, notre ami Hassan Hamadi nous arrive de Beyrouth. C'est un Parisien de longue date. Enfin, il est resté à peu près une vingtaine d'années en France, où il a participé à la rédaction de plusieurs journaux. Vous vous souvenez peut-être, enfin pour ceux qui sont de ma génération, beaucoup de journaux ont été transposés de Beyrouth à Paris. Je ne vais pas citer les noms, et certains ont été d'ailleurs créés à Paris. Et donc, il avait des tribunes et parfois des articles assez importants qu'il publiait donc pendant une vingtaine d'années, et il participait à nos conférences, à nos débats, et on parlait évidemment de la guerre, de la longue guerre civile du Liban. Et j'insiste et je tiens au mot civil, parce qu'on a certains ont dit la guerre des autres chez nous. Enfin, évidemment, il y a eu un peu de tout, comme d'ailleurs en Syrie, en Irak et dans d'autres pays. Mais il y a quand même une partie réelle et très très longue qui était une guerre civile. Et il faut avoir le courage de reconnaître que notre guerre était bel et bien et surtout civile. Alors, évidemment, c'est également un intellectuel et un penseur de grande valeur qui nous revient pour quelques jours et qui a accepté donc de faire partie de cette conférence débat. Il tient d'ailleurs une tribune libre à Beyrouth une fois par semaine. Et il est très connu, très habitué. On le voit souvent dans les chaînes, sur les chaînes, dans des émissions sur les chaînes libanaises. On en a une dizaine au Liban. Donc, politologue et il a écrit évidemment certains essais à côté évidemment de son travail de journaliste. Je donne la parole donc à notre ami Hassan Hamadi. Merci beaucoup. Que dire après deux éminentes interventions? J'ai appris beaucoup de choses, que ce soit du professeur Georges Korn ou de mon ami Richard Labé-Vierge. Et merci aussi pour votre écoute. Et je vais essayer d'être court autant que possible. Je vais faire de mon mieux pour être court. En fait, de par le titre de notre rencontre, débat, de par le titre, je trouve qu'il est nécessaire de réfléchir un peu à haute voix, réfléchir un peu à puisqu'il s'agit. Puisqu'on se demande sur si c'est une crise d'identité. Effectivement, je pense que je propose qu'on fasse un peu d'effort pour essayer de travailler sur l'identité du régime politique libanais. Car, après tout, nous sommes en train de souffrir. Et notre souffrance a atteint un certain degré que ça devient vraiment presque invivable. Vraiment presque invivable. Le pays a été complètement pillé. Nous sommes au quotidien, nous sommes humiliés. Nous nous sentons presque étrangers dans notre propre pays, pas à cause de la présence des étrangers, non, on ne peut pas parler de ça, mais à cause de la malhonnêteté des dirigeants. Et vous savez que lorsque un peuple a faim, il dévore ses dirigeants. Mais comment se fait-il que le peuple libanais, il a faim et il ne dévore pas ses dirigeants? Comment se fait-il? À ça, la réponse est très claire. À ça, la réponse, on peut obtenir la réponse. On peut obtenir facilement la réponse en essayant de définir l'identité du régime libanais en place. Je vais peut-être surprendre certains d'entre vous en disant que, hélas,
D'ailleurs, Dr Naaman a dit que le Liban, c'est la négation d'Israël. Effectivement, il a toujours été la négation d'Israël. Mais là, il y a eu un détournement. Le Liban a été détourné. Khotif, comme on détourne les avions. Il a été détourné. Il a été détourné par cette junte politico-banco-religieuse qui sape à sa base l'énergie du pays. Ça, c'est la vérité. C'est une junte en bonne et due forme. Et cette junte a fait que le pays s'est transformé avec ce grand détournement, surtout en 92. En 92, c'était pas avec l'accord de Taïf, mais c'était avec le putsch contre l'accord de Taïf. Ce putsch qui a eu lieu en 1992, avec l'avènement de M. Hariri et les conséquences de cet avènement. Et depuis lors, un début de système d'apartheid, je dis bien d'apartheid, s'est installé au Liban. Votre humble serviteur, je suis laïque à 100%, évidemment. Mais étant donné que dans l'administration de l'état civil, je suis considéré comme druze, donc je suis ipso facto considéré citoyen de 5e degré. Voilà, ça c'est une réalité. Au 6e, au 7e, il n'y a pas grave. Oui, mais c'est quelque chose de très sérieux, car je considère, surtout avec les problèmes que nous affrontons, je considère que ça pèse très lourd sur ma poitrine et je n'arrive pas à admettre cette réalité, surtout que le pays est entre les mains de gens lâches, incompétents, qu'ils soient au pouvoir ou dans l'opposition, lâches et incompétents. Ça, c'est la vérité. Quant à leur obédience, c'est un autre problème. Vous savez très bien que le principe de la ségrégation raciale est un principe bas dans le vrai sens du mot. Le Liban est devenu un pays d'apartheid à base confessionnelle, différemment de l'apartheid à base raciale qui existait en Afrique, surtout en Afrique du Sud. Mais au Liban, c'est vraiment un pays de ségrégation raciale. Là, on ne peut plus nier cette réalité. C'est une évolution dangereuse et gravissime et qui ne fait jamais partie du débat politique ou culturel au Liban. Et ça, c'est honteux, je trouve. La ségrégation raciale, c'est la mère accoucheuse de toutes sortes de corruption. Nous sommes un pays étranglé par la corruption, menacé de disparition à cause de la corruption. Mais il faut traiter le problème de la corruption en amont, jamais en aval. Et nous avons tendance au Liban toujours de traiter nos problèmes en aval. Non, en amont, il faut donc s'attaquer au système d'apartheid. Plus rien ne peut justifier l'existence de ce système d'apartheid. Et pourtant, les composantes de la junte politico-banco-religieuse insistent à ce que cet apartheid continue d'exister. Et c'est ça le grand défi qui se pose à toutes les personnes libres dans notre pays. Et je dois dire que nous vivons comme une époque de liquidation totale du pays, comme une sorte de liquidation totale du jour au lendemain, alors qu'on nous disait que le secteur bancaire se tenait debout, était en bonne forme, il s'est avéré que quelqu'un a pressé le bouton et tout s'est effondré. Et ce qui s'est passé dans le secteur bancaire est gravissime, car le secteur bancaire
a perdu la cause de son existence, qui est la confiance. À part ça, maintenant, comment refaire la confiance? Comment rebâtir la confiance? Ça, c'est un sujet très, très grave. Évidemment, les représentants du secteur bancaire, c'est-à-dire l'association des banques, est responsable de ce qui s'est passé dans les banques. Bon, je peux bien parler de complots venus de l'extérieur, oui, bien sûr. De l'extérieur, il ne vient que des complots, n'est-ce pas? Oui, mais le secteur bancaire, l'association des banques, a manœuvré dans le secteur bancaire, tout comme avec la même maladresse que les policiers ont manœuvré dans le secteur politique. Donc, ils sont responsables sur le même plan. Maintenant, cette association de malfaiteurs, qui est cette junte politico-banco-religieuse, elle est, oui, association de malfaiteurs parce que c'est un syndicat de crime organisé. C'est un syndicat de crime organisé, ça c'est la vérité. Il faut reconnaître cette vérité. Fait qu'il est impossible de chercher une solution qui puisse réformer le système, car on ne peut pas réformer un système sous le plafond de la corruption. On ne peut pas réformer le système. Il faut abolir l'apartheid. C'est ça le début de la réforme du système. Maintenant, on a tendance à parler beaucoup de révolution. Ce qui se passe chez nous est tout sauf une révolution. Et tout sauf une révolution. Il y a eu le soulèvement, et comme beaucoup d'autres, je faisais partie de ce, et je fais toujours partie de ce soulèvement du 17 octobre. Ça, c'est sûr. Nous faisons partie de ce soulèvement. Mais il y a eu une récupération forcée, agressive, de la part des anciennes milices qui sont descendus dans la rue, qui coupent les routes, qui déchirent le tissu social pour abattre le soulèvement du 17 octobre. Ces gens-là, ce sont ces gens-là qui parlent de révolution, surtout qui parlent de révolution. D'autres non, qui sont dans notre camp, le camp du 17 octobre, mais qui parlent de la révolution, c'est des jeunes qui crient. Ils considèrent que crier révolution, révolution, c'est faire la révolution, mais non, ça ce n'est pas vrai. Je suis pas d'accord. Ce n'est pas vrai du tout. On en parlera après. Laissez terminer et on discutera, on a le temps. C'est pas grave, madame. C'est pas grave. S'il vous plaît. Nous avons notre soulèvement, nous avons mis nos buts, nous avons affiché nos ambitions, mais nous sommes constamment agressés. Ça, c'est la vérité. Agressés par les forces que je considère les forces du mal, qui sont les bras armés de la junte. Ça, c'est la vérité. C'est une vérité indéniable. Personnellement, je considère que le secteur bancaire au Liban, il est mort. Il est mort parce qu'il a perdu la confiance. C'est tout. On sait très très bien que dans le temps, à commencer par l'affaire de la banque Intra, il y a eu un assassinat. C'est une banque qui était la première banque dans le monde arabe. Elle a été assassinée, la banque Intra. Les Israéliens n'ont jamais supporté que le Liban soit la plateforme et la capitale des banques dans la région. C'est Israël qui veut hériter de ça. Les gouvernements sionistes arabes, depuis longtemps,
sont avec l'option Israël. Ils ne sont pas avec l'option Liban. Ça, c'est la vérité. Attendez, vous poserez les questions après, monsieur, s'il vous plaît. Je noterai, vous serez le premier à parler. Donc, pour protéger le principe d'avoir des banques, parce que le secteur bancaire, c'est fini. Il est comme le système politique. Il est mort. Il est mort, il faudrait l'enterrer. Dans toute réforme qui devrait commencer par l'abolition de l'apartheid, il faut remettre les pendules à l'heure dans le secteur bancaire. Remettre les pendules à l'heure dans le secteur bancaire nécessite une nationalisation des banques qui sera accompagnée par la création d'une banque populaire qui, avec le temps, pourrait permettre à une nouvelle ouverture en faveur de la création de nouvelles banques, à condition de ne pas répéter les fautes des banques libres, le secteur bancaire, qui doit avoir la suprématie sur tout. Non, tout doit être fait à base d'économie mixte, désormais. Parce que tout le pays doit être reconstruit maintenant. Il doit être reconstruit. Le système ne doit plus continuer, lorsqu'on parle de réforme, en préservant les privilèges de certaines communautés, lesquelles communautés sont composées de personnes ordinaires, de personnes pauvres. Au Liban, la majorité écrasante de la population est une population pauvre, très pauvre. Mais ce n'est pas le pauvre paysan maronite qui a des privilèges, parce que la présidence de la République est dévolue à la communauté maronite. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Ni le sunnite, il jouit, le pauvre sunnite, il jouit des privilèges de la présidence du Conseil, ni le pauvre chiite de la présidence du Parlement. Non, ça ce n'est pas vrai. Le peuple libanais se trouve dans la même situation de pauvreté poussée à l'extrême. Donc, tout changement toute idée de changement qui parle de la pérennité du système des familles spirituelles, excusez-moi de vous dire que toute tentative dans ce sens est vouée à l'échec, parce que on ne peut pas faire une réforme tout en gardant le système de la corruption. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Il est nécessaire de mettre un terme aux interventions des religieux dans la vie publique. Et ça doit faire partie du gigantesque chantier qui nous attend, celui de réformer tout le pays. Il faut oublier, et complètement oublier, l'idée de faire des réformes par-ci, des petites réformes par-là, de changements de tête, etc. Non. Maintenant, tous les Libanais, qu'ils le veuillent ou pas, ils ont à choisir. Ils avaient à choisir entre deux personnes et les deux sont américanisés. Les 14 Martiens auraient préféré un type américanisé à 100%. Les 8 Martiens qui ont l'actuel président du Conseil choisi, et jusqu'à présent, il n'a pas fait constituer son équipe ministérielle.
mais les deux sont de tendance américaine. Les deux exécutent, à mon sens, le plan américain. Il ne faut pas se payer de mots, Yann, et croire que tel il est avec la révolution, d'autres avec la résistance, un troisième avec les 14 machines. Non, 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 c'est pas vrai. Monsieur Labévière a parlé des 400 Marines qui sont entrés au Liban. Alors je vais vous dire que les États-Unis ont une mainmise presque totale sur les rouages de l'État libanais. Pas seulement dans le secteur militaire, mais dans les autres secteurs civils et dans les administrations et même dans la justice. Il y a une mainmise presque totale. Rien ne peut favoriser aux États-Unis cette mainmise autre que le régime d'apartheid qui existe au Liban et qui est un régime abaissant. Parce que c'est le régime qui prend au peuple sa liberté de décider. Parce que ce sont les religieux, les chefs religieux et les chefs politiques, appuyés par la bancocratie, comme dit le professeur Korm, qui, eux, décident de tout. Le peuple ne décide de rien. Le peuple libanais est maintenant distribué comme ça sur des camps de concentration communautaire. Il n'y a plus de communauté religieuse au Liban. Ça n'existe plus. Parce que ces soi-disant communautés religieuses ont coupé toute relation avec leur religion. Tout comme la plupart des partis politiques qui ont coupé toute relation avec leurs principes. Là, nous sommes en face de camps de concentration communautaire et pas de communauté religieuse. Ceci étant, nous devons avoir des positions radicales face au régime d'apartheid. Nous devons avoir des positions, prendre des positions radicales. Ça commence par quoi? Ça doit commencer, à mon sens, par appuyer le soulèvement du 17 octobre, parce que les partis politiques ont fait faillite. Ça, c'est la vérité. Ce soulèvement des jeunes et des ouvriers, des paysans qui ont rallié ce mouvement et qui se trouvent dans ce mouvement. Regardez ce qui se passe au sud, certains soulèvements dans le nord, et même à la Bekaa, attestent que non, il ne s'agit pas que d'étudiants, il y a des paysans, et il y a des ouvriers dans ce soulèvement. Donc, on peut dire que oui, ce soulèvement est nécessaire, il doit continuer, il ne faut pas qu'il s'arrête, parce que c'est une question de vie et de mort pour le Liban. Je vais vous donner un exemple de ce que la junte pense, de ce qu'elle pense, comment elle analyse la situation dans le pays. Si on prend un exemple du mariage civil facultatif, on a cette expérience, comment les religieux de tous bords se sont tous réunis pour défendre leurs privilèges. Pardon? Il y a eu quelques exceptions. Historiquement, il y a eu des exceptions. Oui. Parce qu'il parle, s'il vous plaît. il considère que le simple fait, on a entendu ça de patriarches, on a entendu ça de plusieurs muftis et d'autres religieux, il suffit qu'ils se mettent d'accord entre eux pour que l'unité nationale
soit réalisée. Drôle d'unité Entre guillemets, nationale. hein. Drôle d'unité nationale. Non, non, mais c'est se payer de mots. C'est une abstraction sans substance, l'unité nationale. Parce que l'unité nationale n'existe pas s'il n'y a pas une unité morale chez un peuple. La société libanaise est détruite actuellement. Il faut la reconstruire. On ne peut la reconstruire que par l'unité morale, c'est-à-dire être d'accord sur des données indéniables, c'est-à-dire être d'accord sur l'unité du territoire libanais, être d'accord sur le respect des libertés publiques et des droits individuels. Parce que s'il n'y a pas de liberté publique et de droits individuels, comment peut-on parler de démocratie? C'est quoi la démocratie? La démocratie, c'est le respect de libertés publiques et de droits individuels. C'est ça la démocratie. La troisième chose, c'est la paix civile. Et c'est une trinité, n'est-ce pas? L'une des donnes est inséparable des deux autres. Vous ne pouvez pas les séparer. L'unité du territoire, donc de l'État, la paix civile et le respect des libertés publiques et des droits individuels. Vous ne pouvez pas les séparer les uns des autres. C'est ça la trinité de l'unité morale qui, elle, à la base de l'unité nationale. Ce n'est pas l'accord entre les dignitaires religieux qui fait l'unité nationale. Dans le contexte actuel et avec les camps de concentration communautaire, nous sommes en train de vivre une vie d'esclave. Il s'agit bel et bien d'un esclavage. En bonne et due forme, et les Libanais ne réalisent pas assez qu'ils vivent cette situation d'esclavage. Et comme dit Goethe, nul n'est plus désespérément esclave que celui qui se croit libre à tort. Nous vivons une situation d'esclavage. Voilà pourquoi, oui, il faut faire la révolution. Et il faut faire en sorte à ce que le soulèvement prenne forme de révolution. Oui, ça, il faut faire ça. Il ne faut surtout pas baisser les armes devant la junte politico-banco-religieuse. Car c'est une question de vie et de mort pour nous. Et le Liban mérite de continuer à vivre, mérite de vivre. Il ne faut pas le laisser mourir au Liban. Il ne faut pas permettre que le Liban soit sionisé. Ils sont en train de le sioniser, le Liban. Il ne faut pas les laisser sioniser le Liban. Parce que vous savez, rien n'a porté atteinte à la cause arabe, surtout à la Palestine, autant que les sionistes arabes, les régimes sionistes arabes. Nous ne voulons pas que le Liban soit sionisé complètement par le biais de ce régime d'apartheid. Il faut qu'il y ait un débat public sérieux sur le thème confessionnalisme-apartheid. C'est honteux. C'est honteux qu'il n'y ait pas un débat sérieux autour de ce système. Parce que c'est quelque chose de déterminant pour notre avenir et pour notre liberté d'existence. Voilà, merci pour votre attention. Mon cher Hassan, je te remercie de tout cœur. Et je commence un peu à m'inquiéter parce que dans quelques jours, tu vas retourner au Liban. Mais je sais que tu es un roc et je n'ai aucun souci à me faire. Je vais évidemment, comme pour les autres, laisser aux uns et aux autres la possibilité. Il y a des places, messieurs. Ne restez pas debout. Vous êtes là depuis 2 heures debout. Il y a des places. Venez. Alors,
Les questions. Alors, non, non, avant vous, il y a un monsieur qui a interrompu notre conférencier. Alors, je lui donne malgré tout la première parole. Enfin, le micro. Attendez. Allez-y, monsieur. عرف باسمك بالأول إذا بتريدوا. Voilà. Ingénieur en informatique. Ingénieur en informatique. D'accord, J'ai allez-y. une question très courte. Vous avez demandé de transformer en fait ce soulèvement en révolution. Comment on peut le faire en fait? Quels sont les moyens pour transformer ce soulèvement en une révolution qui peut transformer ou qui peut changer l'état dans lequel on vit actuellement au Liban? Tout simplement en continuant dans ce soulèvement, en travaillant ce soulèvement, en empêchant que les communautaristes tribaux n'interviennent dans les décisions concernant ce soulèvement, en gardant la différence et l'écart entre eux et nous, parce que eux, ils appartiennent au régime en place, au régime d'apartheid. Ils n'ont rien à voir avec nous. Nous n'avons rien à voir avec eux. C'est ça. C'est comme ça que ça peut être transformé en révolution. Et c'est un travail de longue haleine. C'est terrible comme travail, terrible comme travail. Et nous sommes en course avec le temps. Que voulez-vous? Mais que voulez-vous? Parce qu'il faut continuer, bien sûr. On n'a pas le choix. Soyez gentils. On n'a pas le choix. Soyez bref surtout, parce qu'il y a 4 ou 5 qui veulent parler. Et il va bientôt. تفضل. تفضل. Exceptionnellement, فيك تحكي بالعربي. بس الكفر ما بيأدي. يمكن الريفولوشن الثورة بدها رجال ثورة. أنا ما بعتقد عنا بلبنان في رجال ثورة. نحن بنقدر نوصف، نقدر نعطي الحل النهائي، بس ما عندنا الطريق اللي بنوصل فيها من الوصف إلى الحل النهائي. هذا بده يكون في رجال ورجال عظماء يحملوا هذا الحل. أنا إذا الحل عندي الطائفية، نحن إذا الحل عندنا الطائفية، نحن 95% من الشعب طائفي. أنا إذا بدي أعمل ريفولوشن على الطائفية، يعني عندي 5% من الشعب، كيف بدي أعمل هالريفولوشن؟ بوجود قوة عسكرية هي الأضخم، وأنا مع القوة العسكرية، لأن نحن صراعنا الأول هو ضد إسرائيل وليس صراعنا مع حزب الله. بس أنا بوجود هذه القوة الطائفية اللي أقوى، أنا كيف بدي أطمح بالمدنية وبالعلمانية اللي هو الحل اللي الكل عم بينظر له، بس ما عندنا طريق له. يعني نحن عم نعطي وهم للشعب. تاني بارت، نحن شعوب قبلية وشعوب طائفية. نحن مش يعني إذا كفرنا يعني بطلنا قبليين وبطلنا طائفيين وبطلنا عنصريين. فنحن بمنطقة لكل الشعوب على شكلنا. هل نحن فينا نتحرر من هذا كلبنانية والشام والعراق وفلسطين والأردن والسعودية وكلهم قبليين؟ هل نحن فينا نتحرر لوحدنا وهن يضلوا هيك قبليين؟ فنحن أنا برأيي نحن كشرق ما في عندنا بقى أمل بالإحياء إلا بشرق موحد ونطلع كلنا من هالقبلية وكلنا من هالطائفية وكلنا من هالعنصرية، مثل ما عملوا الوحدة الأوروبية العظمى مع هن عملوا حروب، ملايين الحروب، قتلوا ملايين العالم تقدروا وصلوا إلى الوحدة، وقتلوا شعبنا واحتلوا شعبنا وقتلوا الأفريقية، تقدروا وصلوا إلى الوحدة. نحن فينا نعتبر منه مش بالقميص الجينز وبالقميص الواحد، يعني نعتبر منه انه نوصل الى الوحده بلا ما نقطع بتقتيل الشعوب وبالوحده. وانا بس شكرا، انا بدي جواب على الطريقه لنوصل الى الحل. انا ما بعرف اذا في طريقه الا نوصل الى الحل. طويل نحكي هلا جانبيا اذا بدك. La question est très longue. ديكو في كثير حكي عم بيقول انه حكينا كثير بالماضي شو رح يصير، ما عم نحكي شو ممكن الحل يصير. بس la question est très longue. La question est très longue. Je
pense qu'on pourrait se rencontrer ailleurs et continuer la discussion. C'est intéressant, Madeleine, c'est très fort. Et vous justifiez le fait que c'est une question, car, comme disait Bouddha, la question, pour qu'elle mérite d'être considérée comme telle, il faut qu'elle soit plus forte que n'importe quelle autre réponse. Alors, c'est une très bonne question, mais il faut... À plus tard. On remet ça à plus tard. Mes chers amis, je suis obligé quand même de vous dire que nous avons reçu par mail et par des personnes qui ont écrit même en arabe parfois, des questions pour lesquelles il faut quand même faire une deuxième conférence débat. Mais je voudrais pas j'ai promis de laisser parler tout le monde. Et ici, là, on nous demande, on nous pose 3 questions pour lesquelles il faut au moins 20 minutes pour répondre. Alors, et pour ne pas bâcler, je préfère que ce soit en sortant avec la personne qui s'appelle Rihab, qui a posé donc ces 3 questions tout à fait pertinentes. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions plus courtes, plus brèves? Fadda. Fadda. Elle est un peu loin de nos jours, mais Elias Abdenour. En fait, une petite question. Je ne comprends pas, moi, en fait, comment, après un mandat français sur le Liban, qui a duré un certain moment, comment on n'a rien appris des Français, et après les Français, on a construit un État, un pays de tribus ottomanes, si j'ose dire. Comment on a, nous, les Libanais, qu'on comprend et qu'on étudie et qu'on excelle partout, on n'a rien pu apprendre des Français. À cette époque-là, les Français et la France étaient pas mal. Monsieur, je vais moi-même, si vous permettez. Non, je vais répondre moi-même. Je vais répondre. Oui, non, mais parce que je connais bien le problème. Les Français sont arrivés, effectivement. Vous savez très bien, on ne va pas refaire l'histoire du Liban, mais la France a porté sur les fonds baptismaux le Liban en 1920. Un siècle après, on se retrouve à la case départ, en fait. Elle a fait beaucoup de choses, la France. On est en France, on a des amis français ici, on est fiers de poursuivre notre vie en France. Sauf qu'à mon avis, la France a perdu une chance pour elle et pour nous surtout, Libanais, Syriens, Palestiniens, etc., enfin, parce qu'elle avait une certaine influence dans toute la région. C'est que la France était complètement laïque à partir de 1905. Quand elle est arrivée chez nous, c'était fin 18, mais elle a pris sérieusement les choses en main en 1920. Donc, elle avait là, et elle est restée 25 ans au Liban. Elle avait largement le temps. Évidemment, elle a fait le cadastre, elle a organisé, enfin, les écoles, etc., plein de choses, l'urbanisme. Elle a fait beaucoup de choses par rapport à ce que était le Liban avant. Mais pour moi, elle a fait une erreur capitale. C'est qu'elle avait la chance, la France, le pays, des droits de l'homme, bien sûr, mais surtout également de la laïcité. Elle avait la chance d'imposer presque la laïcité dans ces 2 pays qui souffrent depuis lors, alors qu'elle aurait pu le faire pendant les 25 années, lorsque on a eu parfois des hauts commissaires qui n'étaient pas toujours à la hauteur, et lorsqu'ils s'occupaient de choses beaucoup plus terre-à-terre et mesquines parfois, et souvent d'ailleurs le Quai d'Orsay les envoyait pour se débarrasser d'eux. Je ne vais pas donner de nom, mais mes voisins de droite et ceux qui lisent un peu l'histoire comprennent très bien à qui je pense en particulier. Par conséquent, la France a une certaine responsabilité, et même une responsabilité certaine dans le fait qu'elle a raté l'occasion de sa vie pour le Proche-Orient, c'est de forcer presque la main aux uns et aux autres, aux chefs, enfin aux zaïms, ce qu'on appelle chez nous zaïms, et donc elle a failli. Alors qu'en fait, pourquoi elle a failli? Parce que l'Angleterre faisait la même chose, vous connaissez très bien l'adage, diviser pour régner. La France a suivi, et elle a fait la même chose. Non seulement elle n'a pas créé un pays uni, unitaire, à son image, mais elle l'a également, comme disait mon ami de droite, elle l'a également saucissonné aussi. Elle ne l'a pas saucissonné géographiquement, mais elle l'a saucissonné communautairement, puisqu'elle a
renforcer le communautarisme dans le pays en choisissant les personnes qui devaient rouler pour elle, et certains le font jusqu'à présent, dans toutes les communautés, pour que les choses soient claires, hein, toutes les communautés ont mangé au râtelier, pardonnez-moi, français pendant 25 ans. Donc voilà ma façon de voir les choses et ma réponse à votre question. Attendez, qui veut encore prendre la parole? Juste une petite chose sur la première intervention armée au Liban, c'est 1860 sous Napoléon III. Tout à fait. Et alors après, ce qui est intéressant, c'est que les républiques laïques qui ont suivi, tu rappelles très bien que, je veux dire, même avant 1905, le credo de Gambetta, Juiffer, etc., c'est la laïcité. C'est-à-dire que le grand paradoxe de la politique étrangère dans mon pays à ce moment-là, c'est d'utiliser la religion et les grands ordres religieux monastiques pour générer une influence coloniale, sinon impériale. Et c'est ça, en trahissant ses propres fondements constitutionnels et de quête des libertés de la Révolution française, qui a inventé avec l'abbé Grégoire la laïcité, c'est qu'au Liban, on l'a non seulement trahi, mais on l'a tordu, parce que ça permettait d'avoir des leviers avec les marques. C'est schizophrénique, non? Comment? C'est schizophrénique quand même. Oui, mais... Pour un État qui est fier de... Oui, c'est un peu... C'est le grand paradoxe. Pardon d'avoir rajouté ce petit... Non, non, mais c'est... Alors, qui a demandé? Madame, monsieur, allez-y. Voilà. Bonsoir. Donc, Michael Lechec, je suis consultant projet. Donc, j'avais une question à poser à M. Hamadé. Donc, vous avez évoqué donc, les dettes depuis la nationalisation. Justement, j'ai l'impression, au travers de ce qui se passe actuellement, que personne ne met, par exemple, en avant la nationalisation de toutes les banques libanaises. C'est pas une chose qu'on entend très souvent. Donc, je me demandais pourquoi. Et la deuxième chose, concernant les dettes, puisqu'on en parle beaucoup ici, est-ce que vous êtes prêt à effacer les dettes? D'abord, je vais vous dire à propos de la nationalisation, parce que pour les Libanais, le simple fait de dire nationalisation, ça fait... Ah, nous ne sommes pas un pays communiste, etc. Bon, ça c'est la légèreté de la pensée. Mais là, qu'on le veuille ou pas, il n'existe plus de banques. Les banques libanaises, telles qu'on les a connues, n'existent plus. Et on ne peut plus faire confiance. On ne peut plus faire confiance aux capitaux privés pour faire de nouvelles banques, surtout dans la donne actuelle de la junte politico-banco-religieuse. On ne peut plus leur faire confiance. Impossible. Il est impossible. Non, il faut remettre les pendules à l'heure. D'ailleurs, j'ai évoqué ça avec certains éminents économistes, à commencer par le professeur Korn. Oui, il n'est pas contre parce que on doit remettre les pendules à l'heure et recommencer. Reconstruire un secteur bancaire comme il faut. Ça, il faut faire ça. C'est-à-dire qu'il faut commencer par la politique d'abord et la junte politique. Tout à fait, ça fait partie d'un ensemble, absolument. Oui, mais on ne peut pas parler des banques aujourd'hui au moment où la question principale est politique. La question qu'on vient de mettre, si on attrape un voleur, un seul, si on attrape un, la question Tout ça, c'est un intérêt. Monsieur, s'il vous plaît, encore 2 ou 3 questions, mais soyez brefs. Pardonnez-moi. Faddal. S'il vous plaît. Les dettes extérieures doivent être effacées. S'il y a des hommes au Liban, pas des lâches, oui, les dettes extérieures doivent être effacées, bien sûr. Mais le problème, c'est que la majorité écrasante des dettes sont à l'intérieur, c'est les dettes libanaises, c'est ça le problème. C'est ça notre tragédie. Les dettes, en majorité, sont artificielles. Oui, bien sûr, bien sûr. Monsieur, allez, vous avez la parole. Allez-y. Plus fort. Alors, je veux bien revenir sur les 2 points qui sont le titre de la conférence. Oui. Malheureusement, on sait, nous les Libanais, depuis la création du Liban,
on est divisé entre deux. Celui qui veut un Liban qui tourné vers l'Occident, et l'autre qui veut un Liban tourné vers l'Orient. Ça, c'est depuis notre enfance, on voit ça. Mais chaque fois sous une autre forme. Maintenant, on est dans une forme, l'axe américain, européen, Arabie Saoudite, etc. Et l'axe Iran, Chine, la Russie. Bref, sur cette situation, et il y a le sujet qu'on est maintenant, qui est influencé par cette division, je pense. Malheureusement, ce qu'on appelle révolution, soulèvement, moi, il faut chercher un autre mot pour qualifier ça. Ça a commencé bien, mais lorsqu'on a vu tous, je pense, après ceux qui étaient en train d'essayer de bâtir un mur à Nahr el-Kal, c'est une partie connue, disons les mots. Ceux qui ont essayé de fermer l'autoroute de J, c'est une partie, disons. Et ceux qui ont fermé Ring, c'est une partie. Et il y a tous ceux qui se sont manifestés devant la maison de Senura et Ariad Solah, etc. On voit le communisme, on voit les extrêmes de tous les côtés. Bref. Et ce qui est choquant aussi, c'est que en voyant des gens avec des 4x4 qui coûtent 50 000 à 60 000 euros, fermant les autoroutes à Jaledib et autres, ça, pour moi, c'est choquant. Une révolution doit être organisée. Il faut des leaders pour une révolution. Il faut des porte-paroles. Déjà, le président de la République a invité des gens avec lesquels il arrive à discuter. Bref, et en même temps, excusez-moi de le dire, j'aime pas généraliser. J'aime pas dire que tous les responsables sont pareils. Tous les responsables sont des lâches. Ça se dit pas. Et il y a un mot fort que je préfère ne pas le dire et le répéter. Camp de concentration, on n'a jamais connu ça au Liban, et j'espère qu'on ne va jamais le connaître à nous. Très bien. Écoutez, monsieur, vous avez raison, vous dites que nous avons un œil à droite et un autre, l'autre de l'autre côté, pour résumer. Mais pourquoi, après tous les drames, quand on voit l'histoire de ce pays depuis au moins 2 siècles, je ne vais pas remonter aux Phéniciens, qui étaient déjà les uns contre les autres, c'était des villes, mais on a la preuve historique maintenant que Tyr était contre Saïda et Saïda contre Byblos et ainsi de suite. Donc ça, je le conçois et je le regrette. Mais pourquoi, après tout ça et tout ce qui se passe maintenant, par exemple, on ne décide pas tous ensemble de regarder pour une fois à l'intérieur du pays? On a une crise d'identité. C'est ce que je veux dire. À cause de cette division. Pourquoi on ne regarde pas pour une fois au moins, pour sortir de ce pétrin qui va nous conduire je ne sais où, on ne regarde pas une seule fois à l'intérieur du territoire des fameux 10 500 km². On n'a plus le choix maintenant, on doit regarder à l'intérieur. On est tranquille. Allez-y. Alors là, on va encore 2 ou 3 et puis arrêter. Parce que il faut. Oui, il faut surtout. Non, je crois que ils sont quand même. Ils ont le droit. Je l'ai dit et je continue à dire. Si vous avez des choses encore importantes à dire, allez-y. 2 ou 3 personnes encore. Alors, mademoiselle, madame. Bonjour, anesthésiste et animateur. D'abord, j'ai écouté l'intervention de monsieur. Je ne comprends pas pourquoi une personne qui a une voiture à 50 000 ou 60 000 ne peut pas manifester. Vous et moi, nous avons un petit point en commun. Attendez plus fort, s'il vous plaît. Approchez-le. Si, il a le droit de manifester parce qu'on a des politiques qu'on veut faire descendre. Non, il a le droit de vivre dans un État où il a des droits. Il est comme un autre, comme un pauvre. Non, le problème, c'est que les riches ont le droit de manifester autant que les pauvres. Ils sont non, peu importe. Oui, allez-y. Terminez votre... Oui, je termine. Aujourd'hui, nous avons tous pris la parole. Vous dites que nous crions dans les rues, c'est notre seule façon de manifester. Nous n'en avons pas d'autre. Donnez-nous des idées, donnez-nous des choses concrètes. Parce que depuis tout à l'heure, vous répétez des choses, vous répétez à chaque fois que quelqu'un vous pose une question, vous dites oui.
gentil. Aidez-nous vraiment tous les jours. C'est notre seul moyen de nous exprimer, nous les jeunes. Qu'est-ce que vous croyez qu'on a? Vous savez, vous êtes une génération qui avait essayé de faire beaucoup de choses. Vous n'y êtes pas arrivés malheureusement, mais vous nous avez éduqués et vous nous avez permis d'arriver dans le malheur et dans le bonheur aujourd'hui, au point où on en est. Dans le malheur, je dis parce que voilà, les conséquences de votre règne à tous sont désastreuses. Mais dans le bonheur, parce que voilà ce que vous avez fait de nous. Des gens libres et qui sont dans l'avenir et qui sont pour l'avenir. Depuis tout à l'heure, vous débattez tous. Mais, oui, non, c'est ce que vous dites. Je vous regarde parce que c'est vous qui avez parlé. Oui, oui. Mais je sais que c'est ce que vous avez dit. Mais je souhaite que Monsieur l'abbé Vierge, je n'étais pas là au début de votre intervention, mais si vous voulez nous aider, dites à vos amis et vos ennemis de ne plus se mêler de nos affaires. C'est tout ce que je demande. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En fait, pardonnez-moi, comme je ne vais pas moi-même dire ce que j'avais préparé, j'en profite pour répondre indirectement à certaines de vos questions. Effectivement, dans mon texte, il y a un paragraphe. Je le commence par, à peu près, j'appartiens à une génération qui a failli. Comprenez très bien ce que je veux dire. Nous n'avons pas réussi. Je parle de moi-même et de tous ceux qui ont à peu près mon âge, et un peu moins ou un peu plus. Nous avons failli. Nous n'avons pas réussi à faire de ce territoire un pays. Il est un pays, bien sûr. C'est une patrie, certainement. Mais ce n'est pas un État, mademoiselle. Ce n'est pas un État, pour l'instant, ce n'est pas un État de droit, deuxième point. Et ce n'est pas un État des droits de l'homme, le troisième point. Pour moi, c'est à peu près une partie de ce que je voulais dire. J'en profite parce que je ne vais pas, évidemment, abuser, pour vous laisser encore une fois la possibilité, tous, de vous exprimer, mais de grâce, pensez un peu à ceux qui veulent peut-être sortir ou partir parce que les transports en commun ne sont pas éternels ce soir. Allez-y. Alors, quand je dis donc nous avons failli, c'est à vous maintenant de prendre la relève et de ne pas nous décevoir, en fait. Voilà, de ne pas nous décevoir. Allez-y, à vous jeunes, voilà. Alors, qui a demandé... Ah oui, alors, madame. S'il vous plaît, madame. Bonsoir. N'entendez pas. Voilà, je suis Mireille Yordano. Moi, je voudrais quand même être un peu optimiste quant à l'identité, parce que c'est le thème que vous avez proposé pour ce soir. Il y avait deux volets. Le premier volet, M. Ahmed a répondu à ce volet-là, et avant M. Coll, en disant que la crise du système, c'est une crise systémique, c'est une crise, le Liban est en faillite. La crise a fait qu'on soit en faillite. Quant à l'identité, M. Coll aussi en a parlé, il a parlé des Phéniciens, de l'idéologie, et qu'on en entend beaucoup moins, mais que tous se sont plus ou moins, ils réclament plus ou moins pas l'identité, mais ils admettent que les ancêtres, il y aurait des ancêtres communs, enfin, que ça fait partie des ancêtres du Liban, et que l'arabité est pareil, qu'il y a une assurance de l'arabité du Liban. Ne serait-ce pas cette nouvelle identité qui est là, présente au Liban maintenant, c'est-à-dire avant, il y avait l'appartenance religieuse qui primait, il n'y avait pas une appartenance nationale, il n'y avait pas cette identité commune, il n'y avait pas ce socle commun à tous les Libanais. On se qualifie de maronite en premier, ensuite de Libanais, ou de chiite, ensuite de Libanais. Mais là, ne serait-ce pas cette émergence-là, avec ces jeunes qui sont dans la rue, tous ces jeunes qu'on a entendus, c'est un espoir exceptionnel. 100 ans après la création du Grand Liban, après cet événement-là, avant ils ont créé un État-nation qui n'a pas fonctionné, il y a cette émergence-là qui va créer un nouveau Liban. Ne serait-ce pas possible? Qu'en pensez-vous? Si. Bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ce que j'ai dit, c'est que le régime actuel, voilà où il nous a amenés. Donc il faut changer le régime.
Que faut-il faire quand le peuple vote mal? On dissout le peuple, n'est-ce pas? Oui, la logique de la dictature, c'est bien ça. Bon, quand le régime nous amène à cette catastrophe, il faudrait le changer à ce régime et voir la réalité. Bien sûr, il faut que l'identité libanaise prime sur toutes les autres identités, ça c'est sûr. Autrement, un État civil avec une économie civile. Aussi, ça c'est une théorie de Dr. Korn. J'aurais souhaité qu'il reste avec nous ce soir. L'économie civile aussi. Vous voyez, on a tout pour espérer. Il ne faut pas désespérer du tout. On doit continuer à travailler. Et comme dit Charles le Téméraire, il n'est point nécessaire pour d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Voilà. Alors, monsieur. Donc, je souhaite déjà remercier monsieur Labédier parce que j'ai appris plein de choses dans ce que vous avez raconté. Et entre autres, vous avez fini par une question sur l'aménagement territorial et vous avez demandé quel... Donc, justement, ce que nous explique M. Ahmadé, c'est que la notion d'intérêt général, chez cette alliance entre les politiques, les milliardaires et les communautés religieuses, n'a pas la notion d'intérêt général. Ça n'existe pas, la notion d'intérêt général. Donc, ce que je dois faire pour le moment, en fait, je dois laisser le silence pour laisser résonner résonner le discours de M. Ahmadé, parce que ça m'a vraiment, c'est la première fois que je rencontre ce monsieur, et vraiment je dois laisser résonner tout ce qu'il a dit. Mais si vous me permettez juste, je pense qu'il y a deux points qui peuvent prêter à confusion. Le premier point sur le fait que, en ce moment-là, donc il faut soutenir le soulèvement, mais vous avez dit que nous ne voulons pas des partis politiques, vous avez voulu dire nous ne voulons pas de cette classe politique qui existe maintenant, mais nous voulons bien sûr de partis politiques, parce que tout changement, ça veut dire le soulèvement, le peuple ne va pas venir écrire des lois qui vont changer en fait vers l'état civil. Hein. Il y avait un monsieur qui disait que nous pensons, nous avons été enlevés comme des tribus, mais oui, si nous sommes réduits dans toutes les parties de notre vie à notre communauté, c'est normal qu'à un certain moment, nous pensons que notre identité, c'est notre communauté, alors quand on regarde derrière, il n'y a rien. Donc, il y a les partis politiques qui vont construire, et il y a des partis politiques. Le nôtre, par exemple, on peut en parler, là, c'est pas bien d'acheter de la publicité, ou qui explique, qui donne une idée de la phase transitoire. Un autre point, c'est parce que vos discours que j'ai beaucoup appréciés, il y a aussi la notion. La première chose chez un politicien, chez un politique, la première notion, c'est la notion de responsabilité. Et donc, parce qu'on est responsable, c'était pas une question, c'était un commentaire. Donc, excusez-moi. C'est une intervention. Donc, ce que je voulais dire, la première chose, la chose la plus importante, c'est la responsabilité. Et comme vous avez mis la main, vous avez dit haut et fort, les banques, le système, le secteur bancaire, le Liban est en faillite. Donc, ce qui veut dire que les relations commerciales et les relations économiques entre les gens ont besoin d'être gérées par je vais dire, un gouvernement. C'est un gouvernement. C'est un Ce que je voulais dire, donc on a besoin, donc en ce moment, juste pour le changement va venir par le soutien du soulèvement, et ce soutien du soulèvement aussi, on doit proposer un horizon, hein, et il y a des partis politiques, et vous venez aussi
je vois derrière votre conférence des horizons qui sont des horizons qui permettent la transition. Excuse-moi. Très bien. Une belle intervention. Une belle intervention. Merci. Juste un petit mot avant les autres questions. Merci pour votre intervention. Ce qui permet de répondre à monsieur en disant mais comment on fait, comment on change, etc. Ce que vous disiez tout à l'heure. Mais justement, ça commence. Amadé, lui, c'est une conscience transversale, déjà disposée d'entendre ce genre de discours, de conscience. Le grand Barbu de Trèves, vous voyez, l'auteur de l'idéologie allemande du Capital, disait comprendre, c'est déjà transformer. Je veux dire, le processus d'un changement révolutionnaire, il commence déjà par des prises de parole telles que celle d'Amadé, qui est limpide, éclairante, qui nous déconstruit la réalité qui est masquée par l'idéologie. Ça, c'est déjà une étape d'enregistrement et de compréhension. Et bravo à Sam, c'est toujours un bonheur de t'entendre. Je réponds à madame qui me demande de dire à mes amis, à mes ennemis de nous laisser tranquilles. Moi, vous me prêtez un pouvoir, j'ai aucune possibilité de dire aux uns aux autres d'intervenir. Non, j'ai des positions parce que c'est mon métier de journaliste politique de déconstruire et d'essayer de comprendre et de proposer des lectures. Mais ce que je peux vous dire, travaillant dans les relations internationales depuis un certain nombre d'années, je veux dire, aucun pays n'est une bulle. C'est-à-dire un pays, il a des voisins, des alliés, il mène une politique étrangère et autres, etc. Donc il s'agit là aussi de déconstruire et de comprendre les rapports de force. Parce que le Léviathan de Thomas Hobbes, la guerre de tous contre tous, il y a effectivement en permanence des interventions et des confrontations internationales qui reposent sur des alliances, des petites étrangères communes qui distinguent des amis et des ennemis. Mais je ferai passer vos messages où je peux, mais j'entends bien que chaque fois qu'on peut favoriser l'autocentrement politique, l'autonomie politique, la souveraineté politique, moi je reste un fervent adepte du général de Gaulle qui s'est battu pour relever mon pays après la défaite de 40 et qui, si vous voulez, a centré toute sa vie politique sur l'indépendance nationale de la France, sa défense nationale et sa souveraineté. Et il avait les moyens aussi. Hein. Et nous, on a là pour le... Merci. Dernière, s'il vous plaît, il y a des considérations de logistique. Il y a des gens qui vont en banlieue, qui ont besoin de prendre leur métro, les derniers métros, parce qu'il y en a certains qui ne roulent pas ce soir. Donc, une dernière question, j'ai promis à monsieur. Allez-y. Rapide et simple. André Fawaz, architecte. Moi, en tant que franco-libanais, j'essaie de visualiser la situation de la France vis-à-vis de Liban. Je vois qu'il y a des gens qui manifestent dans la rue, je vois qu'il y a quelque chose qui bouge, le gouvernement est un peu mal à l'aise. Je vais aller jusqu'au bout dans le sens où si ces gens ont fait des élections rapides, ils ont quelques députés, est-ce qu'ils vont changer ou pas au sein du Parlement? Ça, c'est ma question. Deuxième question. C'est à qui aux révolutionnaires. Voilà. Bon, si on va aux élections, s'ils ont quelques députés, est-ce qu'ils vont changer ou pas? Première question. Deuxième question, est-ce que le problème qu'on est aujourd'hui, c'est pas le peuple qui nous a amenés ici, et c'est pas les gouvernants ou les gouverneurs? Parce que qui a amené ces hommes politiques, c'est le peuple. Et aussi, le peuple a contribué aussi avec la crise financière, dans le sens où quand une banque vous propose 10 à 15% d'intérêt sur votre argent, vous vont courir, ils vont voler encore l'État de cette façon indirectement, mais ils ne sont pas conscients, les gens. Mais c'est eux qui ont volé aussi l'État. Tout à fait. Donc ils ont tout. Donc tout le système, il est foutu entre guillemets. Est-ce que c'est le problème, c'est le gène, l'ADN, parce que depuis toujours on regarde l'histoire, c'est voilà. Et dernière question, si on compare à la Révolution française, disons qu'ils ont fait la révolution au Liban, ils ont amené ce qu'ils veulent. Il ne faut pas oublier que la France en a fait la révolution, ils ont éliminé Louis XVI, mais ils ont amené une personne beaucoup plus forte qui est Napoléon. Donc c'est un système qui est plus agressif et plus en bloc que l'avant. Donc au Liban, ça peut aussi avoir une solution par la suite. Ce sont des réflexions tout à fait légitimes et vous avez parfaitement raison de dire que la Révolution française quand même ne s'est pas faite en 2 semaines ou même 2 ans. Elle a pris plus d'1 siècle pour devenir réellement
pour aboutir, voilà. Et surtout, et vous remarquerez que personne n'a utilisé, à ma connaissance, le mot révolution, parce que la révolution, c'est un mouvement radical qui change radicalement la situation. Or, pour changer une situation radicalement, il faut, hélas, des morts et beaucoup de morts. Et c'est ce que nous, malgré tout, nous ne souhaitons pas. Enfin, en tout cas, nous, autour de cette table. Vous avez parfaitement raison de le souligner. Une dernière question, parce que j'ai oublié, parce que tellement l'intervention était rapide, j'ai oublié. C'est qu'en 1920, ils ont déclaré le Grand Liban sur la base d'un axe maronite-sunnite. Oui. Aujourd'hui, on entend parler on dit un axe chiite maronite qui a stabilisé le Liban. Est-ce qu'après 100 ans d'existence, on retombe dans le même piège? Moi, je trouve que dès le début, le pays enfin, le système était vicié dès le début. Mais pardonnez-moi, à partir de cette heure, il faut... Alors, je profite de l'occasion, avant de vous remercier, pour vous dire que l'association Renaissance s'engage, ça, je suis autorisé à vous le dire, que dans un mois, ou peut-être même avant, elle organisera une deuxième conférence débat, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de ce Hirak, que je n'appelle pas moi-même révolution. En revanche, vous avez raison, le plus pathétique et le plus triste, vraiment, c'est par exemple, à Dieu ne plaise, que si un jour il y aura certainement de nouvelles élections législatives et municipales, etc., etc., moi, ma femme ici présente me dit « tu es toujours sceptique ». Mais je ne suis pas sceptique, mais j'ai les pieds sur terre. J'ai peur vraiment que les nouvelles élections, même si elles étaient libres, nous ramènent au moins 100 députés de ceux qui sont actuellement au pouvoir. Et à ce moment-là, voilà. Donc voilà. Merci à vous tous et je remercie les organisateurs et merci Hassan. Voilà.